Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex, Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis avec Hugo, on est au cœur de la brasserie du Roi à Versailles. D'ailleurs, journée de production, il y aura un petit peu de bruit de fond, mais... Ouais, salut Alex, merci de faire le podcast avec nous. Ouais, en effet, là aujourd'hui, on fait 2 gros jours de production à la suite et là, on entend la chaudière qui tourne à fond là. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on n'a pas froid. Ah non, là on peut atteindre même 40 degrés. On n'est pas en été, mais on peut les atteindre. Du coup, un épisode au format rencontre avec. On va échanger un petit peu autour de la brasserie, de toi, de ce qui vous a amené avec tes collaborateurs à créer la brasserie et ce que vous produisez actuellement, comment vous en êtes venu ici, ce qui est à venir. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Ouais, complètement, carrément. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Je vais d'abord te poser une première question, c'est comment toi tu as découvert la bière artisanale? Parce qu'avant de devenir brasseur, faut quand même aimer la bière. Ah ouais, complètement. Moi, il faut dire que j'ai un gros buveur de bière qui était mon père à la maison. Ouais. Donc, je connaissais la bière depuis longtemps, sauf que mon père, c'était un gros buveur de bière de Henken, si tu veux. Donc, ouais. C'est pas forcément c'est un autre domaine. Ouais. Ouais. Mais bon, ça reste une référence pour plein de monde, hein, malgré la bière artisanale. Et moi, en tout cas, j'ai connu la bière comme ça quand j'étais petit, quoi. Et puis après, moi, je suis un consommateur. Je suis un gros consommateur de bière, forcément, comme la plupart des brasseurs. En fil et en aiguille, j'ai commencé à boire un petit peu de bière artisanale, à boire de la bière artisanale dans les régions, parce que c'est plutôt en région qu'on trouve aussi beaucoup de vieilles brasseries artisanales. C'est vrai, ouais. Et je suis venu un petit peu à la bière comme ça. Et puis après... moi, je suis un gros consommateur de bière, mais aussi de bière bio. Donc, du coup, de par mon alimentation, je suis venu à la bière bio très facilement. Et j'ai découvert après plein d'autres brasseries, craft et autres. Mais c'est un peu comme ça que je suis venu à la bière, quoi. C'est vrai que la bière bio, en général, il y a plus d'affinité entre artisanal et bio qu'entre industriel et bio. Donc, forcément, ça... C'est vrai, mais par contre, il y a beaucoup de bières bio en France, mais c'est vrai que les bières bio ont plutôt un circuit de distribution qui n'est pas très craft, en fait, finalement. Qui a plutôt un circuit de distribution très magasin bio et très artisan, mais peu reconnu dans la partie vraiment artisanale craft, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est ta découverte de la bière et de fil en aiguille, comme tu disais, tu es tombé dans la craft par ces moyens détournés. Mais alors, comment on passe de buveur de bière, même craft, à brasseur, fondateur de brasserie? C'est quoi le déclic qui se dit je vais vivre de ça, je vais lancer ma brasserie? Je sais pas comment je pourrais te dire un déclic. Moi, je l'ai eu. En fait, moi, le déclic, je l'ai eu parce que j'étais résident à Versailles. Et que moi j'aime la bière et étant à Versailles et consommant beaucoup à Versailles, il n'y avait rien qui était créé à Versailles et du coup je me suis dit moi j'aime la bière, il n'y a rien en plus où j'habite, pourquoi je ne créerais pas un truc où j'habite, quoi. Et ça c'est ce qui se fait un petit peu partout et je suis venu un petit peu comme ça, l'idée a grandi, a grossi, les partenaires ont grandi aussi et on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure à Versailles et créer quelque chose, quoi. Parce que comme tu le dis là, t'anticipes un petit peu. Désolé. Mais c'est pas grave. Le nom de la brasserie, brasserie du Roi, en fait, fait clairement directement référence au lieu. Forcément, Versailles, c'est difficile de passer à côté du thème de la royauté. C'est ça, du coup, comme tu as un peu répondu à ma question, tu es versaillais, installé en tout cas à Versailles depuis longtemps, et c'est pour ça que c'est le thème qui a été choisi pour la brasserie. Ouais. Il n'y a pas c'est pas une volonté de se dire on veut faire une bière sur le thème de Versailles, on va s'installer à Versailles. Non, c'est je suis versaillais, je vais faire une bière à Versailles. Ouais, exactement. Non, le but c'était pas de rentrer dans les clichés justement de bière qui se revendiquent d'une ville mais qui font qu'une bière, genre la Versaillaise. Nous le but c'était de créer quelque chose de craft. Une vraie brasserie artisanale, après forcément qui s'inspire du lieu où elle est, quoi. Oui. Et bon, après tu es obligé de t'inspirer quand tu t'implantes dans une ville comme Versailles, quoi. T'as tellement de sources d'inspiration dans le graphisme, dans ce que tu peux utiliser, dans l'histoire, que c'est juste génial, quoi.
Bah, ça peut t'inspirer sur plein de choses, sur les noms des bières, on le verra après, les recettes, ainsi de suite. Exactement. En plus, là, le local de production, il est en plein cœur de Versailles. On n'est pas du tout dans ce qui peut se faire des fois avec des brasseries qui ne sont au final pas des brasseries, qui font une bière à façon pour avoir une bière au nom local et se dire nous on a juste un local de vente. Non, là, on sort, là, on est en plein cœur de la brasserie, on est à 5 minutes à pied du château, la place du marché, enfin voilà, on est en plein cœur de Versailles. D'ailleurs, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça pose des petites contraintes d'espace. Clairement, non, on va y revenir, mais ouais, on a un local de fabrication qui est vraiment petit, quoi. On pousse les murs, mais bon, c'est très compliqué et la brasserie, ça demande énormément de place. Hein, donc, D'ailleurs, lancer et créer une brasserie, c'est quelque chose qui est assez contraignant et en général qui prend pas mal de temps. Ça se fait pas en claquant des doigts. Bah ouais, parce que le projet, il a germé quand il doit avoir 3 ans le projet. Déjà entre que ton idée germe, qu'elle grandisse dans ta tête et que tu trouves les bonnes personnes, les bons financements pour te lancer, déjà ça met du temps. Puis ensuite, nous on fait, finalement la brasserie c'est un peu de la cuisine. Sauf que c'est de la cuisine qui prend un mois et demi avant que tu aies le résultat de ce que tu as fait. Donc globalement, déjà rien qu'en test, tu mets énormément de temps parce que tu fais 2, 3, 4 fois la recette avant qu'il y ait quelque chose qui te plaise. Tu as déjà perdu 4-5 mois. Donc voilà, c'est puis après les financements, etc. Financement, trouver un local. Trouver le matériel, le faire installer. C'est ça. Ouais. Et dans votre cas particulier, il y a eu un autre petit couac, c'est genre le coronavirus qui est arrivé. Ouais, en fait... Parce que là, la brasserie, pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, c'est que les premières bières, vous les avez sorties en novembre, octobre Début décembre. Début décembre. Ouais, voilà. Vraiment... on a perdu... et le local a été... vous l'aviez fini de l'aménager quoi on a fini de l'aménager début juin. Ouais, c'est ça, en juin. Ouais, début juin. Après, on a eu des grosses galères sur le matériel. Hein. Nous, quand on a commencé à avoir les prêts pour pouvoir commander, on était en pleine crise. À la base, on devait commander italien. L'Italie, ça a été un des pays les plus touchés au début. Donc on a perdu 4 à 5 mois dans le projet initial, quoi, dans le lancement. Ouais, quand dans tes plans, tu te dis mon local est prêt, je comptais débuter, avoir de la prod qui sort, courant de l'été, et qu'au final, tu peux rien produire avant décembre. T'es bien handicapé, tu trouves des nouvelles pistes, des pistes de rémunération, entre guillemets, pour pas couler, quoi. Dont une autre activité d'ailleurs qu'on a à la brasserie qui est la transmission et la formation et la bière à façon pour que les gens viennent brasser eux-mêmes leur bière et faire des ateliers. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme on le disait, le matériel a pris du retard. Sans matériel, vous aviez un beau local bien aménagé, avec la partie où on est là qui est très très sympathique, un beau petit carrelage, c'est ça. Un mur avec le logo de la brasserie. Enfin, c'est très très charmant, des petites plantes, tout ça. Je mettrai des petites photos sur Instagram, j'en ai déjà mis pour ceux qui me suivent, mais du coup, tu as un local dont tu peux pas faire grand-chose, tu n'as même pas de bière à vendre. Non, donc, non. Du coup, la première solution pour vous, de trouver un moyen d'animer le lieu, d'avoir des revenus, c'était de proposer des ateliers de brassage. C'est ça, exactement, de proposer des ateliers de brassage et des ateliers de brassage pour que chacun puisse venir brasser sa bière avec des choix différents de bières, comme ça se fait quand même beaucoup à Paris ou dans d'autres régions. Hein. Le concept n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de brasseries aussi qui le font de temps en temps ou qui le font... régulièrement et ça nous a bien sauvés et puis c'est un vrai plaisir, quoi. Ça amène les gens à découvrir la bière artisanale, quoi. Ouais, j'allais dire, il y a un petit peu un double gain derrière. Tu fais rentrer un petit peu d'argent pour sauver les pots cassés, et d'un autre côté ça te sert aussi à faire un peu connaître la bière artisanale et la brasserie. Clairement. Et j'imagine que tu touches un public assez local en plus avec les ateliers. Tu touches un public local et tu touches un public qui est vraiment amateur de bière artisanale ou pas artisanale, des fois ils pensent être amateurs de bière artisanale mais ils boivent de l'industriel, mais globalement tu touches un public qui par contre qui a une méconnaissance de la bière de manière générale parce qu'ils caractérisent une bière par blonde, brune, voilà, et du coup justement on essaye d'éduquer et d'apporter de nouvelles connaissances dans la bière, quoi. Ça va aussi arriver par d'autres ateliers. Ouais, tout à fait. Ouais, on lance des ateliers dégustation
Alors, on a déjà un petit peu commencé le format sur des privatisations. Et puis là, on l'ouvre un petit peu à un public sur des sessions où tout le monde peut s'inscrire. Où là, on rentre vraiment sur des dégustations avec soit sur des thèmes de styles différents. Par exemple, stout vieilli ou pas. Enfin voilà, de vraiment rentrer dans des styles particuliers ou de plusieurs styles. Mais voilà, de faire découvrir des styles en disant voilà, la bière, c'est pas blond, c'est pas machin. Mais voilà, ça passe par ça ou par ça. Ouais. Et, des ateliers un peu plus typés initiation, d'autres un peu exactement. plus perfectionnement, si on peut dire ça comme ça. C'est exactement sur ça. Des styles. Ouais. C'est exactement ça. Et donc ça, là, ça va. On commence tout juste. Après, lancer ce type d'atelier en ce moment, c'est pas. C'est un peu compliqué. C'est pas le moment, quoi. Ouais, clairement. Je vais te proposer déjà de faire un petit break. Ouais. Parce que je vais balancer mon petit jingle qui invite les gens à noter le podcast. Bienvenue sur Siroton le Houblon, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez aider ce podcast ? Lâchez un commentaire, mettez 5 étoiles et poussez-le vers la gloire. Merci, un gros bisou des Troyens. Et merci aux amis troyens pour ce jingle, à chaque fois ça me fait beaucoup rire. Donc oui, notez le podcast sur Apple Podcast, ça nous permet d'être mieux référencés, de gagner en visibilité. Et comme le disent les Troyens, ça va me pousser vers la gloire et peut-être me donner assez de visibilité pour aller dans des très très grosses brasseries un jour. Ouais. Qui sait, peut-être que Siroton le Houblon finira chez Other Half. Après les Troyens, ça a dû les pousser puisqu'ils sont quand même dans les brasseries à suivre. Ouais, c'est vrai. Ouais, eux, c'est un peu pareil. Ils ont un petit peu souffert de la crise et ils se sont un peu démenés comme beaucoup de brasseries au final. Hein, mais c'est vrai que quand tu es en région parisienne comme vous, c'est d'autant plus compliqué. Les charges ne sont pas les mêmes. Complètement. Et d'ailleurs, nous, on leur fait un petit coucou parce qu'ils nous ont bien aidés aussi dans le lancement. On les a visités et ils nous ont beaucoup aidés sur tout ce qui était matériel. Donc, merci à eux d'ailleurs. Ils sont toujours adorables, les Troyens. Ouais, complètement. On parlait des ateliers de brassage qui ont permis, de brassage, oui, peut-être futurs ateliers de dégustation qui permettent un peu d'avoir des revenus complémentaires et une visibilité. Avant de lancer la brasserie, forcément, tu fais appel à des financements, tu as les banques qui suivent pour pouvoir lancer ce genre de... Ou pas, ouais. Et dans votre cas, comme dans le cas de pas mal de brasseries, au final, vous avez quand même fait aussi appel à un financement participatif sur Mimosa, c'est ça ? Ouais, tout à fait, ouais complètement. Est-ce que à notre époque, en 2020, maintenant 2021, mais une époque où on a en France plus de 2000 brasseries artisanales, lancer une nouvelle brasserie, ça passe quasiment obligatoirement par là ? Je pense que c'est une étape quasi indispensable parce que ça permet de faire connaître ton projet. Et les gens, ils ont besoin de s'investir dans des projets en ce moment, surtout avec la période qu'on vit. Et ils ont besoin de s'investir dans des projets locaux. Je trouve que c'est vraiment ça le truc. C'est pas qu'une histoire de bière, c'est aussi une histoire de développement local en fait. Ouais, du coup, le financement participatif, alors certes, c'est toujours intéressant de gagner un petit peu plus de financement pour lancer la brasserie. Ouais, mais c'est aussi sur la visibilité que c'est intéressant. Ouais. Complètement, c'est visibilité. Ça te file un petit coup de main au début en termes de trésorerie. Et puis ça te fait avoir des premiers clients, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'au final, tu as des contreparties, des gens qui vont découvrir ton produit et potentiellement créer un peu un public avec du bouche à oreille. Et ce financement participatif, donc vous aviez des contreparties en termes de bière et compagnie, c'est majoritairement un public local qui a financé ou ça, c'est pas nécessairement ? Globalement, alors en fait, dans tout ce qui est financement, tu as plusieurs cercles. Tu as souvent le cercle, on va dire, le premier qui est la famille, les amis, etc. Et puis après, tu as les connaissances et le son cercle qui finalement est quand même très très local. Très local. Après, tu as un petit peu aussi de partout en France, des gens qui sont investis dans le développement local, dans le développement de filières un peu bio, etc. Parce que nous, c'était un site qui était un peu basé là-dessus. Mais c'est vrai que ça cible principalement le local, quoi, les personnes locales. À part si tu es déjà une grosse brasserie et que tu fais un lancement un peu plus gros, mais que tu es déjà connu, quoi. Oui, bien sûr. Oui, comme par exemple Grand Paris qui a fait dernièrement un financement participatif pour la taproom. C'est exactement ça. C'est un peu un autre format déjà. Ouais, ou encore Babab, je crois qu'ils avaient fait aussi un gros financement à un moment. Je sais plus sur quel site, mais ouais, ils avaient fait un gros financement aussi. Et ce financement participatif, du coup, en contrepartie, il y avait les bières.
C'est Alors, ça. du moins les bières qui étaient déjà planifiées au début. Ouais, exactement. Bah, on les a fait un peu patienter, hein, globalement. Oui, oui, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de retard. Ouais, ils ont dû avoir 4 à 5 mois de retard, mais je pense que quand tu participes à un projet comme ça, tu fais pas forcément pour la contrepartie, Ouais, tu fais aussi c'est pour ça. soutenir le projet. C'est ça. Alors, C'est le petit plus, quoi. pour moi, c'était un peu la transition. C'était quoi les bières qui étaient Alors, bah, justement, les qui bières. font du coup maintenant partie de la gamme qui font partie de la gamme permanente. On a eu, alors, au lancement, on a eu 3 bières de disponibles. On s'est lancé sur une lager. Hein. C'est pas un style qui est très, on va dire, affectionné par les brasseurs artisanaux. Parce que... Alors, en tout cas, pas ceux qui veulent forcément toucher des bières geeks. Ouais, exactement. Ça dépend aussi, je pense, de ton public. Ouais, mais je pense aussi que la lager, elle va revenir un petit peu en force. Parce que Je suis d'accord avec toi là-dessus. c'est un style qui a été peut-être un petit peu abandonné par les bières geeks, mais qui permet tellement de choses, qui est vraiment un super style. Et nous, on a décidé de travailler avec un dry hop d'orange. Alors on fait blanchir des écorces d'orange plusieurs fois, voilà, sur un process, et on fait un dry hop. On a quelque chose de très frais, très léger, et après avec un truc très très agrumé aussi. Hein, et voilà, donc ça c'est. Au final, toutes les recettes qui sortent là peuvent paraître sur le papier assez classiques, mais sont un petit peu pimpées à votre sauce. C'est ça, exactement, un petit peu pimpé. Et puis comme on est sur des styles qui sont pas souvent courants, bah du coup, voilà, faut vraiment bien les traiter pour que ça soit apprécié. Et, la deuxième qu'on a sorti, on a sorti une blanche en white IPA. Donc ouais, un style qui est pas forcément. Ouais, et puis bon, autant quand tu parles à un grand public, tu parles de blanche. Ça parle aux gens, c'est ça. Mais en fait, vous, blanche, c'est une white IPA. C'est ça. Pour nous, on s'est dit, voilà, on voulait pas sortir juste une blanche parce que déjà à la base, on n'est pas non plus des amateurs de blanche. On est un peu des beer geeks nous aussi, donc il faut que ça soit un peu particulier. Et puis du coup, on a trouvé un houblon très aromatique. On a pris du Motu Eka. Et on a fait une single hop Motu Eka sur de la blanche, et c'est vraiment top, quoi. Et finalement, on a beaucoup de succès dessus, même sur des gens qui, à la base, boivent pas du tout d'IPA, quoi. Donc oui, pour avoir goûté, après, je sais pas si tu m'as dit qu'elle avait un petit peu évolué, mais le premier batch était quand même déjà assez c'était costaud. Ouais. C'était costaud. Bien houblonné. Hein. Ouais, et puis en plus, le Motu Eka, il peut avoir un goût très vert. Ouais, c'est vrai qu'elle était assez verdoyante. Ouais. En fait, il met du temps. Il met du temps à s'atténuer ce côté vert. Et là, on a réussi sur le deuxième là, à avoir un truc beaucoup plus fin. Et puis surtout, on l'a plus balancé avec l'avoine. Enfin voilà, forcément, c'est. Ça adoucit, ça amène un peu de rondeur. Exactement. De toute façon, tout brasseur artisanal, en tout cas, va retravailler ses recettes au fur et à mesure. Et c'est ça. Sur une gamme permanente, au final, on parle souvent des gammes éphémères parce qu'on dit qu'il y a de la créativité, ça permet de voir plein de choses. Une gamme permanente, tu la retravailles constamment aussi. Tu cherches toujours à la perfectionner. Ah bah clairement. C'est clairement la rigueur, tes bières permanentes, c'est celles qui sont le plus perfectionnées. Parce qu'une éphémère, t'as pas le temps en fait de la perfectionner non plus pendant 15 ans, quoi. Faut que tu la sortes. Après, quand elle est bonne, c'est génial parce que tu peux limite la garder si elle plaît, et puis voilà, quoi, tu fais tourner. Et puis on a sorti une autre bière qui est là, c'était plutôt une bière grand public parce qu'on a beaucoup de demandes, et on a vu qu'on avait beaucoup de demandes dès le début. On a sorti une tri plutôt dans le style belge, assez basique. Après, on n'est pas rentré dans un truc archi sucré à la belge pure qui nous plaisait pas. On l'a retravaillé aussi un petit peu à notre sauce. Sur un truc triple, mais pas sucré, quoi. Une bière avec une bonne base maltais bien riche, mais pour autant sans rentrer dans le côté trop, j'ai envie de dire, sucre candy de la belge. Ouais. Non, clairement, nous, pas de sucre candy. On est uniquement sur du malt. On a un petit ajout de sucre en dry hop parce qu'on trouve que la technique fait que tu as quelque chose de différent au final. Et puis on a quelque chose d'assez doux, quoi. Nickel. Et alors depuis, il y en a 2 autres qui sont sortis. C'est des productions très récentes, là, ça vient de sortir il y a quelques semaines. Ça un petit peu plus, un mois, je dirais un mois maximum. On a sorti donc une blonde IPA, là aussi en single hop. Nous on travaille énormément en single hop. Alors c'est pas qu'on veut pas utiliser plein de houblons différents, on le fera sur les sessions, mais sur nos permanentes, parce qu'on voulait ressentir le goût du houblon, être sur un seul houblon et sentir quel c'est houblon, ce qu'il apporte etc. Dans l'aromatique. Ouais. Et puis tu as des contraintes en bio sur de l'approvisionnement qui font que tu peux pas non plus varier 36 000 références sur des bières que tu as tout le temps, quoi. Ouais, donc ça c'est un peu la contrainte, ça va s'améliorer avec le temps, mais bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du nom des bières ? Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on a la lager qui s'appelle la Royale. Forcément,
On est sur la blonde, ça nous fait penser au soleil. C'est le roi soleil. On a la tripe qui s'appelle les Trois Mousquetaires. Un petit clin d'œil aux trois. On a l'IPA, la White IPA qui s'appelle la Concubine. L'Impérial qui est notre IPA, notre blonde IPA, qui est un peu fort d'ailleurs, elle est à 7 degrés. Alors, on pourrait presque dire que c'est une double. Bon, c'est pas une double, mais on pourrait presque. Et la favorite, donc là qui est une pale ale, plutôt de soif, assez presque un petit peu hazy d'ailleurs, assez balancé entre un petit côté fruité, pas trop amer, voilà, quelque chose d'assez simple à boire, quoi. On garde la thématique. On essaye. Des grandes années de Versailles. C'est ça, exactement. Là, on est resté sur un design qui est assez similaire pour notre gamme permanente, mais on va s'éclater un petit peu plus après, quoi. Est-ce qu'on boit un petit truc? Allez. Pour parler un peu d'une bière en direct. Je crois que tu as goûté déjà la favorite, déjà. Ouais. Que tu n'avais pas bien goûté. Non, c'est que j'avais pas goûté avant, mais que j'ai goûté là. Oui, exactement. Qui est très sympathique. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? Et là, on va goûter l'Impérial qui est là pour le coup assez maltais. De toute façon, ça se voit à sa couleur. Elle a presque une couleur ambrée en fait. Hein. Et puis, c'est vrai qu'elle a peut-être pas non plus sur l'ambré, mais on a un doré caramel. Ouais, voilà, caramel. Tout à fait, t'as raison. Elle est assez limpide. Ouais, très limpide. Bon, là, j'ai servi doucement, mais elle a une belle mousse aussi qui tire bien. Qui a l'air de bien tenir, assez onctueuse. Et donc là, on sent bien au nez qu'on a quand même une belle base maltée. On est en single hop une melon. Ouais. Donc, qui est un houblon allemand. Pas très courant, pas très non plus. C'est pas le plus travaillé. Bon, une melon, on entend melon, donc forcément, on a déjà tout entendu, mais il y a aussi de la fraise. J'allais dire un petit côté fruits rouges. Un petit côté fruits rouges. Alors, soi-disant pastèque, mais bon, la pastèque, je la cherche. C'est difficile d'avoir de la pastèque quand même dans une bière. La pastèque, à moins de charger énormément. J'ai déjà goûté des gauzeux à la pastèque et il faut aimer ça. Hein. Ouais. Et puis c'est difficile à travailler, quoi. C'est de la flotte, la pastèque à la base. Donc, ouais. Après, volontairement, on est sur une IPA qui n'est pas non plus une IPA très chargée en amertume, celle-ci. Ouais, mais au final, on est dans une IPA dans les origines du style. Ouais, une IPA qui a une base maltais assez présente. L'amertume, c'est vrai qu'on aurait pu en avoir une un peu plus prononcée, mais on reste sur une amertume assez sèche, un peu végétale. C'est exactement, ouais. On joue moins sur le côté aromatique du houblon. C'est typé West Coast ou même peut-être English IPA. Ouais, clairement. Mais c'était voulu parce qu'on avait une White IPA qui était quand même assez costaud. C'est vrai. C'est vrai qu'elle tranche bien avec la White IPA. Ouais, c'est ça. C'était d'avoir un truc plus balancé, quoi. Ouais, avec la base maltais un peu plus riche aussi. Elle est peut-être un peu plus de rondeur. Ça équilibre un peu la... Par contre, elle est beaucoup plus chaleureuse en termes d'odeur. Vraiment, le melon, il est assez... il est assez présent. Il se développe bien, ouais. Ça se boit relativement facilement, mine de rien. 7 degrés, c'est ça. C'est assez... Ouais. Elle est pas mal, elle est costaud quand même. C'est peut-être ma déformation de beer geek qui boit des triple IPA à 10 degrés à longueur de temps qui fait que je trouve ça un peu soft, mais... Ah ouais, peut-être. Pas soft, mais... Ouais, non, au final, on est sur des bières qui sont très intéressantes dans le sens où ça reste une gamme permanente, en plus d'une première gamme, un lancement de brasserie. Complètement. Une brasserie, on le disait, située en plein centre-ville de Versailles, peut-être pas la plus beer geek des villes. Non. J'imagine qu'il faut quand même savoir toucher un public assez large dans un premier temps, et c'est sûr que si tu leur fais boire une bière qui vient venir chercher la première fois par curiosité qui va pas leur plaire, ils reviendront pas derrière. Non, et puis t'es obligé de les aborder quand même à la fois avec des bières qu'ils connaissent, quoi, entre guillemets. Tu dis voilà, ça c'est une blonde. Mais l'IPA, c'est une bière que tout le monde connaît quasiment maintenant, ça devient une référence à avoir. Tu serais surpris du nombre de personnes qui connaissent pas les IPA. Ah ouais? Versailles est encore un peu en retard. Alors. Très en retard. Non, on a très peu de gens qui connaissent. Après, ça dépend de l'âge aussi. J'allais dire, la tranche d'âge doit jouer pas mal, parce que je pense que dans une gamme d'âge, je dirais 20-35 ans, si même tu n'es pas beer geek, tu sais que l'IPA, c'est un style de bière un peu amer, un peu... C'est ça. Voilà. Mais dès que tu dépasses ça, là, dès que tu commences à être sur du 35-40, t'es surpris. Il est vrai que Versailles n'est pas la ville la plus jeune de France non plus.
Mais ouais, non, mais complètement. Après, c'est vrai que tu peux pas aborder une clientèle comme ça avec une DDH ou des trucs comme ça. C'est pas possible. Parce Non, que... mais ça, c'est quelque chose que tu pourras faire dans un second temps quand tu auras commencé à construire une clientèle qui régulièrement te prend ta gamme permanente. Et c'est ça. C'est comme ça que se font beaucoup de brasseries, sauf quand tu arrives sur des marchés de niche. Ouais, tu peux vivre d'une petite production, tu peux te le permettre, mais... Bah c'est ça, après tu peux te le permettre peut-être dans des villes un peu plus hype, entre guillemets, de commencer aussi, par des trucs, tu vois, c'était en plein Paris, dans un quartier branché, tu peux peut-être commencer avec des trucs très particuliers, mais c'est vrai que ça dépend d'où t'es, quoi. Ouais, le public versaillais, quand il vient ici, parce qu'il a vu une brasserie en plein cœur de ma ville, il vient, il te demande ce que tu as comme bière, j'imagine qu'il va d'abord se tourner vers la triple. Ouais, bah globalement, t'as un peu des deux. Je trouve par contre, il y a une vraie curiosité, ça c'est bien. Même les gens qui connaissent pas forcément, ils ont envie de découvrir, donc ils vont goûter des trucs. Comment tu les... En final, t'as même pas besoin de trop les amener à aller vers d'autres styles. En fait, je pense que ça passe beaucoup par l'explication. Nous, forcément, on commence par notre discours en disant voilà, ça c'est déjà, on explique que c'est une white IPA. Bon, après, faut que tu parles de ce que c'est. Déjà, il faut dire ce que c'est qu'une IPA. Voilà, déjà. Donc tu dis voilà, c'est une white IPA, donc c'est une blanche. Oui, c'est une bière au blé globalement. On a une amertume assez développée, c'est le style IPA qui est comme ça, très floral. Voilà. Et dès que tu commences à expliquer vraiment, ça intéresse les gens. C'est sûr que si tu les abordes, tu vois, sans... Et t'as des retours quand même, des gens qui viennent, qui t'achètent un pack et qui repassent après te dire bon, on a bu, c'était... on en a pensé ceci, cela. Ouais, on commence à avoir une vraie clientèle d'habitués. Sur à la fois de nos bières, on va dire une triple assez basique qui est notre 3 mousquetaires, et à la fois sur des bières à white IPA où on a des gens qui prennent des cartons de ça, quoi. Donc c'est vrai que t'as un peu les deux types de clientèle, quoi. T'as les deux. Okay. Du coup, comme vous vous êtes lancé en plus en période Covid, j'imagine que c'est une production 100% bouteille pour le moment. Ouais, alors on a fait le choix de faire une production 100% bouteille que en 33 centilitres pour le moment, parce qu'on peut pas trop gérer le 75. Après, c'est pas notre volonté forcément de faire du 75 non plus. Et par contre, la canette viendra dans un second temps. Le public versaillais n'est peut-être pas encore prêt pour ça. Non, je pense qu'on essaiera de le convaincre. Après, c'est vrai que la canette se vend beaucoup plus sur du caviste craft, quoi, globalement. Hein. Puis te permet de t'épanouir un petit peu plus justement sur ce que tu as envie de faire en termes de craft, quoi. Mais on espère pouvoir éventuellement changer des mentalités. Par exemple, en magasin, nous on est pas mal distribué en magasin bio. Et ça plaît beaucoup parce que justement en magasin bio, tu vas trouver du basique. Tu vas trouver de la blonde basique, etc. Et finalement, tu peux aussi avoir des amateurs et eux, ils ont rien en fait. Ils n'ont pas de white IPA ou de choses comme ça, quoi. Alors, on l'évoque pas mal depuis tout à l'heure, le bio. Ouais. On va pas rentrer un petit peu plus en détail. Vous avez fait le choix de faire une production 100% bio, donc les maltes évidemment, mais le houblon aussi. Ce qui, pour la plupart des brasseries, peut être une contrainte. Parce que les houblons bio ne courent pas les rues, aussi bien en quantité qu'en variété. Il y a pas mal de houblons, notamment, on parle de houblons de Beer Geek, le houblon un peu hype, qui ne sont pas forcément produits en bio. J'imagine que derrière ce choix, il y a aussi une conviction. Complètement, nous on a une conviction parce que on est attaché à une production biologique. On consomme tous une alimentation plutôt saine et plutôt avec des produits bio. Et donc on avait envie de créer quelque chose comme ça. Après, tu as une clientèle aussi cible qui est assez convaincue du bio, nous, dans notre environnement. Mais c'est une grosse contrainte, même si tu as une filière qui on va dire, qui évolue. Mais alors, en France, elle évolue trop doucement. Par contre, plus qu'une houblonnière, tu dois déjà attendre 3 ans avant d'avoir une production optimale. C'est beaucoup d'investissement. T'es contraint sur les variétés houblon, des variétés qui ne sont pas protégées. Donc non, mais complètement. Du coup, on a pas mal de houblons néo-zélandais parce qu'ils ont beaucoup de... Voilà, ils sont un peu en avance là-dessus. On a quelques houblons... on commence à avoir des houblons un peu phares américains qui sont en bio. Ça commence. On peut trouver du mosaïque. On peut trouver... l'Amarillo, aujourd'hui en bio, t'as pas de soucis. Enfin, tu vois, tu commences à avoir des choses cool en bio. Nelson Sauvin, tu peux en trouver. Qui est d'ailleurs qui revient un peu à la mode en ce moment, qui est très chouette comme houblon. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, t'es contraint dans tes recettes parce que ça va être comme tous les houblons, tu vas en avoir à certains moments et puis des fois, tu n'en auras plus, quoi. Alors nous, on a fait le choix de ne pas utiliser du tout de dérogation. Oui, parce que quand on fait du bio, on peut demander des dérogations
pour certains ingrédients non bio s'ils représentent une quantité C'est ça. inférieure à un certain pourcentage. En gros, faut que tu prouves que ton houblon bio, t'arrives pas, t'as demandé à 3 fournisseurs et ces 3 fournisseurs te disent ils en ont pas, et tu peux utiliser du conventionnel dans ta recette. T'as besoin quand même de faire une demande de dérogation qui Exactement. Ça se passe comment ça, à chaque brassin, à chaque En fait, commande tu fais une demande de dérogation qui est valable, alors je me souviens plus si c'est 6 mois ou 1 an, ou 3 mois, je crois que ça a évolué récemment. Et par contre, tu peux, je crois que le demander pareil 2-3 fois, après tu peux plus le demander sur le même houblon. Donc c'est pareil, Ok, ouais. quand même... Ouais. Même là, tu restes assez contraint. Ouais, même là, tu es assez contraint, mais tu as une vraie évolution quand même sur la demande. Hein. Nous, on discute pas mal avec des brasseurs. Tu as quand même beaucoup de brasseries qui sont conventionnelles, qui commencent à... Je discutais avec Sport. Je sais que Ouais. Sport veulent passer au bio, par exemple. Et en plus, ça va un peu dans leur démarche de coopérative. C'est ça. Et je pense que ça va être courant. Donc ça va être courant. Oui, on en voit beaucoup maintenant des bières, des brasseries qui se lancent en bio. Ouais, j'avais par exemple fait avec Monochrome, qui est basé près de Valence. J'avais fait un podcast avec eux et c'est pareil. Eux, 100% bio sur le houblon, sur tous les ingrédients, les purées de fruits. C'est beaucoup de contraintes et de démarches. C'est assez bluffant de ce que tu peux faire. De ce que tu peux faire avec du... Voilà, il y en a beaucoup qui veulent passer en bio parce que déjà, tu as une circuit de vente qui est beaucoup mieux. Et puis parce que ça fait... La plupart des brasseurs, nous, on est sensibles à la production. Donc utiliser des matières premières qui sont quand même plus écologiques, plus éthiques, forcément, voilà, ça t'inspire un peu plus, quoi. Ouais. Et du coup, derrière, oui, comme tu disais, tu as un circuit de distribution qui est quand même assez intéressant. Enfin, on se retrouve beaucoup plus en épicerie fine. C'est encore un public différent, mais peut-être plus et facile à séduire sur ce genre de produits, sur ce genre de bière, sur l'artisanal. Exactement. Et puis surtout, finalement, tu as un circuit de distribution qui est assez captif parce que t'as que des vieux de la vieille, si tu veux, entre guillemets, dans les magasins bio en termes de bière, quoi. Tu vois, c'est assez vieillissant, en fait, finalement, en termes de tu retrouves un petit peu toujours les mêmes noms qui sont là depuis une petite période. Enfin, je sais pas, moi je pense, si je dis pas de bêtises, par exemple Vézelay qui est bio et qu'on voit partout. Vézelay, alors après Vol Céleste aussi, qui est un des mastodontes local, bio, plus local. Ouais, plus local chez nous, c'est ça. C'est quoi les prochaines bières à venir? Maintenant que tu as 5 permanentes sympathiques, il faut penser à l'avenir. Justement, on en discutait là, avant de commencer le podcast. On va lancer 4 bières saisonnières qui vont être... Alors là, on est sur des étiquettes qui sont totalement différentes. On s'inspire un petit peu... Nous, notre credo sur nos futurs graphismes, c'est inspiration versaillaise, inspiration craft, et puis un mélange de classicisme et de mythologie. Et on regroupe un petit peu tout ça et on va sortir des étiquettes. Voilà. Là, on en a certaines qui sont des peintures de Botticelli qu'on va modifier. Enfin voilà, on a un environnement qui va être assez sympa. Et donc la première, je vais faire un petit teasing. Elle va s'appeler Fleur de printemps. Donc ça va être une bière un peu printanière, une session IPA à ananas passion coco. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Léger, fruité, tropical, rafraîchissant. Exactement, presque une bière smoothie, quoi. Et ensuite, on va sortir. Alors, on voulait sortir une DDH depuis un petit moment, donc ça aussi, c'est dans la suite. On aime beaucoup tout ce qui est bière acide. On va tenter notre première aussi bientôt avec une Berliner Weisser à la figue. Ouais, encore une fois, un choix assez original et peu commun à la figue, même dans les recettes craft. Ouais. Après, c'est vrai que c'est difficile à en trouver en termes d'appro aussi. Hein. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Et est-ce que ça se travaille bien aussi dans la bière? Est-ce que c'est pas... Ouais, Est-ce que ça t'arrive à en retirer une aromatique? Ouais, après, l'avantage, c'est qu'une Berliner Weisser, tu vas être vachement sur l'acidité, donc sur un goût qui va vite. Tu vas pouvoir le balancer assez facilement en termes de fruits, donc c'est plus ça va être moins masqué par le reste, par les mâles. C'est exactement. Là, on sera sur quelque chose qui sera peut-être à 4 degrés, donc tu vas avoir sur quelque chose de très léger en termes d'alcool, quoi. Et on va aussi travailler une bonne stout, quelque chose. Là aussi, beaucoup avec un petit clin d'œil à Versailles. On va tester là bientôt. Là, on va fumer nous-mêmes notre malt. D'accord. Ouais.
Et donc dans l'idée justement d'avoir un truc qui soit fumé et un mélange de malt fumé et de chocolat, quoi. Ok. Voilà. Puis avec un petit clin d'œil aux écuries du château. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Là, on commence à tendre un petit peu sur des recettes presque geek, pas forcément geek au sens large, mais qui peuvent faire un petit tremplin, une transition pour le public de Versaillais. C'est ça. Et au fur et à mesure, c'est bien, tu leur as fait découvrir la White IPA, peut-être qu'après ils vont pouvoir découvrir la Berliner Weisse. Exactement. Et puis du coup, on aura un style là pour le coup qui est vraiment une gamme beaucoup plus craft en tout cas, et où on s'éclate un peu plus aussi, quoi. En dehors des nouvelles bières à venir, il y a d'autres projets pour la brasserie, des choses que tu peux révéler après, j'imagine que... Ouais, alors globalement nous on t'en parlait tout à l'heure du local, on a 90 mètres carrés, hein. Ouais. 90 mètres carrés pour une brasserie, c'est pas beaucoup, dont quasi 20 mètres carrés sur notre point de vente et d'atelier, donc on est très 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 à l'étroit. On a d'autres d'espaces de stockage à l'extérieur, voilà, un autre local pour stocker toutes nos bières terminées, etc., parce que sinon on pourrait pas. Et donc là l'idée c'est que on espère qu'on soit vraiment au rythme de croisière à l'été là, et qu'on trouve un nouveau local juste pour la production, toujours à Versailles. Parce que là, en plus de la superficie, t'as pas une hauteur sous plafond immense. Donc vous avez dû investir dans du métal, des cuves un peu spécifiques, des petites cuves trapues. Ouais, exactement. Mais sur du 10 hecto quand même. Ouais, sur du 10 hecto. Mais en effet, du coup, comme l'avantage c'est qu'on a pu faire tout sur mesure. Et du coup, on a du matériel qui est trapu, comme tu dis. Ouais, c'est marrant, c'est des petites cuves, mais un petit peu. Ouais, elles ont de l'embonpoint. C'est ça, exactement, au lieu d'avoir des grands trucs. Mais ouais, l'idée, ce serait de tripler notre capacité si on bouge, pour pouvoir vraiment produire et puis faire des choses un petit peu plus qui nous plaisent. Faire de la canette aussi, on aimerait bien vraiment faire de la canette. Tout en restant à Versailles, évidemment. Tout en restant à Versailles, évidemment, quoi. Donc ça viendra dans un second temps, quoi. Bon en tout cas, on souhaite que ça t'arrive prochainement. On espère. Ouais. Si la crise. C'est bien parce que là, ça brasse à fond les ballons, ça enchaîne, c'est que ça doit quand même bien tourner. Ouais, on a des bons référencements à venir en plus, donc non, on est fiers là de ce qu'on fait. Ça c'est cool. Est-ce que là en fait, on a dit que tes premières bières, elles étaient quand même assez fraîches, sorties début décembre. Là, il y a eu de la deuxième vague qui est arrivée très dernièrement, courant janvier. C'est ça. Au final, tout est arrivé à peu près en même temps. C'est tout jeune. Malgré tout, tu tournes à plein régime. Alors, on les trouve où, les bières de la Brasserie du Roi ? Alors, nous, nos bières... Alors, pour l'instant, on est très peu en caviste. C'est un circuit de distribution qu'on n'a pas encore beaucoup exploité parce qu'on avait une priorité sur le circuit bio, parce que honnêtement, directement, il nous rapportait plus d'argent aussi d'une certaine manière. Donc on est dans quasiment tous les magasins bio naturaux des Yvelines et beaucoup en Ile-de-France, dans les Biocoop, bientôt chez Naturalia aussi. On est dans pas mal de petites boutiques aussi à Versailles. On commence à avoir quelques cavistes, on a les bières de Fred qui est à Oudan, on est présent. Enfin voilà, on commence à avoir un petit tissu de cavistes, mais qu'il faut qu'on étende un peu. Mais par contre on fait le souhait, et depuis le début c'est notre volonté, on rentrera pas dans tout ce qui est grande distribution, ça nous intéresse pas, et ça dégrade notre produit en fait. Du coup tu restes dans de l'épicerie spécialisée bio. Exactement. Et après, est-ce que la gamme saisonnière va être aussi peut-être un point d'entrée pour les cavistes ? Ah complètement, c'est bien sûr, parce que je pense que les cavistes ils ont besoin aussi d'avoir des choses un peu qui changent, donc oui, c'est un point d'entrée privilégié pour les cavistes. Je sais que souvent en parlant avec les cavistes, en tant que beer geek, on va en cave pour y trouver des DDH, comme tu dis, des gros stouts et des bières très geeks, mais au final c'est pas forcément de ça que vient un caviste. Le caviste, il a aussi beaucoup de public de quartier. Comme vous avez ici dans la boutique, qui ne connaît pas grand chose à la bière artisanale, ou alors qui se contente de boire sa triple belge et ce genre de choses. Au final, le caviste a aussi besoin de ce genre de référence. Je pense que j'en ai discuté avec Craft Beer Lab qui est passé il n'y a pas longtemps justement. Ouais. On connaît tous, ils ont une vraie. Oui, mais moi je suis très souvent chez eux et je le vois. C'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir quand même un public assez ciblé, c'est très geek. Ils ont bien trouvé les quelques geeks de Versailles.
Mais oui, quand le public, les gens du quartier passent, et on le voit, hein, c'est ils savent pas, enfin, au Craft Beer Lab, ils savent pas quoi leur vendre. Parce qu'ils ont que des grosses crafts, des trucs ultra spécifiques, pointus geeks. Ouais, il me disait, quand le mec il débarque et dit bah moi j'aime bien la lef, bon, il fait alors attends, qu'est-ce que je peux te trouver? Ouais, ça c'est maltais. Ouais, bah, c'est un barley wine quoi. Oui, c'est maltais, mais c'est pas la même chose. À 13 degrés déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils m'ont parlé aussi, ils me disaient qu'il aimerait bien avoir un peu de produits locaux sur une gamme un peu plus simple pour ce type de client qu'il faut pas oublier, parce qu'il y en a, je pense que ils rentrent dans la craft aussi par ça en fait. On est tous rentrés par ça d'une certaine. Donc c'est ça aussi qui est important. Je connais pas grand monde qui s'est dit ouais ma première bière c'était une Popin ou ça n'existe pas. Dans un univers parallèle peut-être, mais tu bois pas de la débauche dans ta première bière non plus quoi. Ça. Donc forcément pour moi le parcours classique c'est tu bois de l'industriel, tu découvres la belge. Et après petit à petit tu glisses dans la craft, et en plus quand tu glisses dans la craft depuis la belge, c'est par des références un peu comme ce que vous faites, c'est-à-dire qu'au début tu commences par te dire je vais prendre l'IPA de la gamme de base, après t'as bien aimé, tu vas aller peut-être tendre sur la White IPA qui est un petit peu plus péchue, et ainsi de suite, de fil en aiguille tu vas tomber sur des refs un peu plus pointus, avec des houblons plus travaillés, avec des ajouts de fruits c'est ça, en fait je pense que ça passe énormément par l'explication en fait, par nous on a beaucoup de monde en fait où ils demandent juste à connaître ce qu'ils vont déguster, mais ils sont ouverts en fait. C'est comme si tu manges un nouveau truc en cuisine qui a l'air peut-être dégoûtant ou pas, que tu connais pas, t'as pas forcément, si on te l'explique pas, tu iras pas dessus quoi. Ouais, tu choisiras pas de toi-même. C'est ça. Ouais. Donc voilà quoi, mais on est vraiment et là cette gamme craft c'est vraiment quelque chose qui nous porte à cœur, et on va vraiment s'épanouir là-dessus parce qu'on a vraiment beaucoup d'idées, mais bon, comme la plupart des... comme beaucoup de brasseurs en effet, mais en tout cas c'est vrai que là on est sur un environnement qui est assez différent de ce qui se fait dans les brasseries craft. On sort de la brasserie qui est soit en zone artisanale en périphérie, soit dans un gros entrepôt ou un truc comme ça. On est au final au cœur de la ville, et c'est ça qui te permet d'attirer ce public local et de faire cette démarche un peu d'éducation. Ouais, complètement. Oui, tu sais sûr que tu peux pas trop le faire comme tu disais, quand tu es en une ferme brasserie ou autre, parce que t'es à l'écart quoi, ou en zone industrielle. Mais moi je crois pas mal à aux brasseries urbaines si tu veux. Alors après ça a plein de contraintes, mais ça a plein d'avantages aussi quoi. T'as une clientèle que tu peux avoir très facilement, et puis tu as ce côté éducation, ce côté découverte du produit qui est génial quoi. Et qui passe en plus dans votre cas par les ateliers brassage, les ateliers dégustation, ça passe par plein de choses. C'est ça, c'est exactement ça. Moi je suis arrivé au bout de mes questions, je sais pas s'il y a des choses que tu voulais rajouter. Non, écoute, nous on invite tous ceux qui écoutent le podcast à venir tester une petite bière. On sera vraiment ravis de leur faire goûter ce qu'on fait, et puis... si vous venez faire un petit tour à Versailles, regarder le château, faire quelques photos, il faut passer par la brasserie du Roi, qui est vraiment à côté, à pied. C'est ça, exactement. Et puis on en profite pour te remercier aussi, parce que on a fait quelques trucs ensemble, et on aura le plaisir de te revoir quand tu reviendras, quand tu veux quoi. Avec grand plaisir. Allez. Et sur ce, on va mettre le petit jingle de fin. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Bien sûr, je redis, mais les petites notes sur Apple Podcast sont toujours très importantes pour le référencement du podcast, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut, ciao. Salut.